Mais cet opening, tu le connais, pas vrai? C'est celui de l'œuvre qui a retourné internet par son adaptation en animé en fin d'année 2024. J'ai nommé Dandadan. Et de par sa popularité, des nombreux mèmes qui en ont découlé, et de même l'avis de la communauté, cette adaptation serait synonyme de parfaite, ou du moins s'en rapproche. Ici, on fait surtout référence à l'épisode 7. On a là un animé qui a su séduire le grand public par son absurdité, ses personnages humains, le tout saupoudré d'un soupçon de combat, de spiritisme et d'esprit shonen. Et comme j'ai pu le faire par le passé, je vous propose, à travers cette vidéo, de faire une petite analyse, un petit bilan de cette saison. Quels sont les points forts de Dandadan? Quels sont ses défauts? Qu'est-ce qui a amené à ce qu'il ait ce succès? C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Est-ce que cette œuvre a vraiment pour ambition de transmettre un message? Ou alors une morale? Et dans ce cas précis, lesquelles? Et ne pas se contenter d'être une comédie romantique et une parodie de shonen. Mais avant tout, j'en oublie la politesse, bien le bonjour à tous et à toutes, je suis le Sama, je vous invite à vous abonner et à liker dans cet ordre précis, c'est très important. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on fasse une petite analyse de cette première saison de Dandadan. Comment commencer à parler de Dandadan sans évoquer son plot qui n'a aucun putain de sens? Un plot lunaire. L'intrigue de Dandadan est quelque peu particulière, c'est celle que t'aurais jamais cru voir diffusée sur grand écran pour du shonen tout public. On y suit un mec, Okarune, Ken pour les intimes, et Momo Ayase. Vous voyez la romance venir? Bah vous avez pas tort, mais problème pour qu'il y ait coït, puisque ce cher Okarune s'est fait littéralement voler ses boules, et son sabre laser. Ouais. Donc à eux deux et avec l'aide de la grand-mère de Momo, ils vont tout mettre en œuvre pour qu'il puisse retrouver sa troisième jambe. Et alors là, vous avez un synopsis en béton. Rajoutez à ça du combat avec des esprits maléfiques, des aliens qui voulaient produire eux-mêmes leur photo Rule 34 de Momo, et c'est tout bon. C'est le combo gagnant du loto. Mais là où certes cette intrigue absurde et marrante va forcément faire parler d'elle, est-ce que par derrière on a cette promesse d'avoir un divertissement de qualité, une histoire cohérente qui n'a pas basé son succès et sa popularité uniquement sur ce plot? Eh bien la réponse est oui. Dandadan a réussi à travers chaque épisode diffusé à nous faire kiffer, ressentir des émotions fortes. Et je fais toujours allusion à l'épisode 7. Nous faire énormément rire et développer ses personnages. Tout ça en même temps. Très clairement, l'animé a su démontrer que le plot de base n'était pas le seul argument qui allait faire que les gens allaient accrocher à Dandadan. Mais quand même, quand on y réfléchit, c'est l'histoire d'un mec qui se fait harceler sexuellement. Et c'est vrai. Pour autant, cela m'amène à me poser des questions sur ce qui pourrait s'avérer être un problème pour la suite du récit. La composition de Dandadan. Comme dit juste avant, chaque épisode de Dandadan est un rassemblement de qualité, qui fait que chaque épisode est un plaisir pour les yeux et qu'on en redemande sans cesse. Également, on doit la qualité irréprochable de l'animé au studio Science Saru qui a fait Devilman Crybaby et nous a concocté un truc de malade. Mais cela ne m'a pas empêché de remarquer que le schéma narratif de Dandadan commence mais vraiment très légèrement à se répéter. Une menace débarque, il l'affronte dans un combat épique, puis le background de l'ennemi est révélé. Celui-ci est touchant, tragique, puis ils font les abrutis et nous font bien marrer. Okarune retrouve une partie de son anatomie masculine, la romance s'intensifie entre lui et Momo, puis un nouveau personnage fait son apparition, rejoint le Eunuch Crew, interfère dans la romance entre les protagonistes et rebelote. Loin de moi l'idée de dire que c'est nul, que on ressent la redondance entre les épisodes, pas du tout. Mais il faut avouer tout de même que la série se déroule exactement comme ça. Et est-ce qu'elle va se dérouler de la même manière lorsque Okarune aura retrouvé sa deuxième boule? Est-ce que l'œuvre va se renouveler? Ou bien alors est-ce qu'on aura le droit à un schéma narratif similaire? Et malgré que je viens de le critiquer, il faut reconnaître tout de même que ce schéma dans Dandadan est super efficace et surtout il est utilisé correctement. Lorsque chaque ennemi est présenté comme la menace, celui-ci atteint clairement à la vie de nos protagonistes, à leur environnement. Ils bouleversent littéralement leur réalité et sont là pour les tuer. Rappelons que Aira est vraiment mort dans l'épisode 7. Oui, encore ce putain d'épisode 7! Mais surtout qu'à chaque fois où il y a un combat, il est captivant. On parle d'un affrontement acharné et dynamique, pied, poing, esquive, on établit des stratégies, on ne se contente pas de balancer des super techniques. Et également, l'anime rend les moments hors combat, les dialogues et interactions entre les personnages, tout autant plaisants et divertissants que les moments de bagarre. Pour remettre en place la boule de Okarune, ils ont fait du baseball. Du putain de baseball! Toutes les choses, thèmes, idées que Dandadan aborde est soigneusement maîtrisé et qualitatif. Tout ça pour dire que même si Dandadan a un schéma narratif qui se répète, ce n'est pas pour autant que, en tant que spectateur, on le ressent, parce que chaque élément loufoque que l'auteur rajoute l'est encore plus que le précédent et nous bouche assez les yeux pour qu'on ne le remarque pas. Et on peut l'affirmer à présent après cette saison 1, l'auteur maîtrise
l'absurde et le divertissement, et nous l'a très bien démontré. Et à présent, il est temps pour moi de vous parler des personnages, car selon moi, ce sont eux qui font en grande partie la force de Dandadan. La construction des personnages. Que dire des personnages qui composent Dandadan? Bah ils sont complètement teubés, mais c'est pour ça qu'on les aime bien. Bon, plus sérieusement, les personnages de Dandadan sont tous construits de la même manière, chacun avec ses spécificités bien entendu, mais on y retrouve des traits de personnalité propres à tous. Tous les personnages de Dandadan sont teubés comme je l'ai dit, mais aussi hilarants, sensibles, colériques, gentils. On voit ces personnages traverser chacune de ces émotions. Et c'est le point où je veux en venir, les personnages dans Dandadan sont humains et surtout réaliste. Quand tu regardes juste le chara-design, il y en a aucun qui a un accoutrement chelou, une teinture extravagante, des pupilles arc-en-ciel. On est sur des personnages qui se rapprochent grandement de la réalité. Après je dis ça, mais on a quand même une grand-mère médium de 80 ans, qui fait la vingtaine, et qui se bat avec une batte de baseball. Et limite, vous savez quoi? C'est le truc le plus banal qu'on peut retrouver dans cette œuvre. On n'a pas des personnages définis uniquement par un seul trait de personnalité, à part peut-être ce con. Ils ne sont pas juste comme la plupart des personnages de manga shonen génériques. Gentils, généreux, prêts à risquer leur vie pour sauver ceux qu'ils aiment. Voilà, ils sont un peu plus nuancés que ça, et vous rajoutez à ça tout ce que je viens de dire juste avant. Et là où c'est intéressant, c'est que cette manière dont sont faits les personnages ne s'applique pas uniquement qu'aux héros, mais aussi aux antagonistes. Les antagonistes. C'est là où j'ai particulièrement aimé Dandadan, c'est que même dans la création des méchants, l'auteur a fait des efforts non négligeables. Chacun d'eux a son histoire, quelque chose à raconter, à apporter au récit, et de par les différents éléments qu'ils apportent, on voit que ce ne sont pas des méchants qui sont là parce qu'il en faut, mais bien qu'ils existaient avant que Dandadan ne commence à raconter les aventures de Momo et Ken. Ils ont chacun leur objectif et motivation de se battre. Ils ne sont pas là juste parce qu'il faut que des êtres surnaturels et extraterrestres viennent barrer la route à nos personnages. Et cela leur donne tout de suite plus de substance à eux, mais aussi au récit. Ça nous a donné des antagonistes mémorables. On se rappelle tous bien sûr de Mémé Turbo, des Serpos et de cette crevette qui se prend pour Rocky Balboa. Et de la Crossoyeuse parce que c'est le putain d'épisode 7 qui a la même note que l'épisode où Muzab nous fait son imitation de Michael Jackson. Et bon, le mec en slip, je le compte pas, on l'a pas assez vu. Et ce qui leur a permis de laisser une trace indélébile dans notre esprit lorsque l'on pense à Dandadan, c'est bien sûr leur histoire. Il est clair que le flashback touchant de la Crossoyeuse aurait eu moins d'effet si le studio n'avait pas sublimé le passage comme ils l'ont fait. Quand on a découvert les motivations et l'histoire de Mémé Turbo, premièrement, on ne s'y attendait pas. Donc on était sous le choc, mais surtout, on l'a comprise. On a ressenti de la compassion et de l'empathie pour elle. Comment la blâmer en réalité lorsque l'on sait qu'elle faisait ça par vengeance, dans l'idée d'apaiser la haine qu'elle a envers les hommes et celle des nombreuses victimes qui y ont été confrontées. Nos héros eux-mêmes l'ont compris. Et au final, peut-on donner à ces personnages l'appellation de méchants? Que ce soit Mémé Turbo, la Crossoyeuse, les Serpos, Nessie ou encore ce crabe, chacun ont menacé la vie de nos protagonistes, mais chacun selon ses convictions, qu'elles soient honorables ou non. Cependant, il est vrai que l'on peut plus catégoriser comme méchants Nessie et les Serpos puisqu'ils se battaient pour une cause peu honorable de notre point de vue, mais alors que pour eux quand même il s'agissait de l'évolution de leur espèce. Et cela m'amène au point qu'a soulevé Anma Selim dans sa vidéo. Je vous invite grandement à aller la voir, lien en description. Dans Dandadan, tout est question de point de vue. Quand Momo s'imagine des scènes bien étranges entre Okarune et Aira, c'est un quiproquo. Nous spectateurs savons ce qui s'est passé, mais elles non. Question de point de vue. Considérer Mémé Turbo comme un antagoniste impitoyable, vil, rempli de malice, alors qu'on ignore son histoire, on pourrait en citer d'autres, mais je pense que vous avez saisi l'idée. En fin de compte, les méchants sont construits de manière aussi réfléchie que les protagonistes, du moins un minimum, et sont tout autant mémorables. La romance. Alors, je ne vais vous parler que brièvement de la romance dans Dandadan parce que je suis loin de connaître tous les codes, même si j'en ai regardé pas mal, mais surtout qu'il n'y a pas énormément de choses à dire en soi. Très clairement, je ne pense pas que ce soit cet aspect qui est le plus plu dans l'anime, mais la romance est effectivement bien présente dans Dandadan. Un shonen, avec un duo de protagonistes, possédant des capacités spéciales, avec une romance qui s'installe entre eux. Oui, c'est Twin Star Exorcist. Dès le début de Dandadan, on comprend très vite qu'il va y avoir une histoire de romance. Mais j'admets qu'à un moment, je me suis demandé si cette romance n'était pas juste un prétexte à gag, à situation what the fuck, parce que de base, l'œuvre ne se prend pas tant que ça au sérieux, donc il m'était difficile d'imaginer que Momo vit vraiment son histoire d'amour avec Ken. Mais, malgré tout, je trouve ça surprenant que la romance soit si basique, si cliché, mais que ça fonctionne et que ça me donne envie de savoir ce qui va se passer. Au niveau de la romance, Dandadan fait dans la simplicité. Le classique triangle amoureux, les regards gênés qui montrent que les deux ils veulent mais ils le diront pas. Bon et ce bisou.
c'est clairement un kiss là. Et en soi, cette romance que propose Dan Dadan dans son récit est clairement la bienvenue. En aucun cas, elle ne vient le perturber, ni le rendre ennuyeux. Enfin, allez, quoique peut-être dans l'épisode 5, c'était un petit peu le cas. Et en plus de ça, cette romance présente, elle était limite essentielle, puisqu'elle vient rajouter une petite touche de réalisme. N'oublions pas que nos personnages sont des adolescents. Les premiers amours, c'est une période par laquelle ils passent. Cela permet tout de suite de voir nos personnages passer par plusieurs émotions et, par la même occasion, de les voir un petit peu grandir. Pour contrer tout ce beau monde, tout beau, tout rose, parlons maintenant du fanservice. Et oui, j'ai putain de choses à mère. Le fanservice. Ah là là, bon. À la base, je ne comptais pas spécialement en parler, mais je me suis dit pourquoi pas, après tout, ça fait partie de Dan Dadan. Il faut se le dire, même si c'est peu présent, on retrouve du fanservice dans Dan Dadan. On se rappellera de cette scène très dérangeante dans l'épisode 1 qui a fait jaser internet. Mais concrètement, est-ce que ce fanservice est nécessaire? Et sinon, est-ce qu'il est dérangeant? Bon, déjà sur toute la saison, il n'y en a que dans 2 épisodes, donc techniquement, on n'est pas au niveau de High School DxD, qui est difficile à atteindre. Personnellement, je trouve que le fanservice en est sans en être, c'est-à-dire que, dans l'idée, oui, on veut qu'il y en ait, puisque ça fera plaisir à certains spectateurs et participera au fait de faire connaître l'animé. T'es mal, les 5 là, celle-ci, frérot. Mais aussi, l'auteur lui trouve une utilité, il en fait un détail qui apporte un plus à la scène. Dans cet épisode 1, d'entrée de jeu, il veut choquer, déranger, très clairement, et veut montrer au lecteur spectateur qu'il est prêt à aller au bout de certaines idées et laisser imaginer les nombreuses autres situations folles auxquelles seront confrontés les personnages dans son œuvre. Donc techniquement, on peut parler ici de fanservice utile. Il y avait une volonté de démontrer quelque chose avec ce fanservice. Encore dans cette scène, bon, les vêtements ça ralentit donc on se dessape. Ouais, elle veut plutôt. Au premier abord, alors, tu te dis que c'est du fanservice totalement gratuit. Et c'est pas totalement faux. Mais, malgré tout, l'auteur lui a trouvé une petite utilité. Celle de pouvoir justifier cette scène qui nous aura bien fait marrer, où nos 3 compères sont à poil devant tout l'établissement et ne savent plus où se mettre. Comme quoi, ça va, on n'est pas non plus sur un anime de dégénéré. Même si, quelquefois, j'ai bien l'impression que si. Une sorte de parodie. Et oui, clairement, on peut le dire, Dan Dadan tout comme Chainsaw Man sont des shonen, mais on peut aussi y voir des parodies du genre. On y retrouve quelques codes qui sont dans Dan Dadan pour la plupart, moqués, mais gentiment quand même. Lorsque Dan Dadan applique ses codes, il le fait de manière à démontrer que l'on peut faire plus simple. On retrouve le cliché du sensei âgé, expérimenté et réputé, qui est là pour apprendre au protagoniste comment devenir plus fort. Ici, dans Dan Dadan, c'est assez différent, puisque Seiko se contente de donner des informations, voire juste quelques astuces pour aider notre duo à mieux maîtriser leur pouvoir, mais en aucun cas on ne peut parler d'entraînement shonen pur et dur. Justement, elle leur fait comprendre qu'elle ne va pas remplir son rôle comme elle le devrait, puisque ce sont eux les héros, pas elle, et que, puis bon, voilà, ils ont juste à se démerder. Également, on retrouve ce cliché des protagonistes possédant des capacités hors du commun, et même plus que ça, on a celui du protagoniste ayant un objectif qui est possédé par une entité maléfique, qu'il finit par dompter, maîtriser. Parce que le personnage, à un moment donné, se doit d'être libéré de la contrainte de ne pas pouvoir utiliser pleinement ses capacités. Mais ici, ça a été fait un peu différemment. Premièrement, l'esprit lui a volé sa 3e jambe et ses boules de cristal, c'est ce qui faisait qu'il était possédé, donc voilà, l'objectif incroyable à atteindre pour le protagoniste. Et quand il a été extirpé du corps du personnage, ses pouvoirs quant à eux sont restés, et Okarun peut en disposer comme bon lui semble. Comme dans Dan Dadan tout est absurde, on cherche même plus d'explications plausibles, à donner de la cohérence à ce qui vient de se passer, puisque ben voilà, on l'accepte, point. Ils peuvent tout nous faire gober, même le fait que l'esprit vengeur d'une grand-mère devienne un chat. Comment ne pas parler de Mémé Turbo transformé en chat? L'idée que l'esprit maléfique soit apprivoisé par le groupe du personnage principal et en devient une mascotte. Comme comparatif, on peut ici citer Kon de Bleach qui en est l'exemple parfait. Plein de petits clins d'œil transformés à la Dan Dadan et je suis persuadé que dans la suite de l'œuvre, on va avoir droit à des trucs encore plus barrés. Conclusion. Bon, après tout ce charabia dont je viens de vous faire part, qu'est-ce que l'on peut réellement retenir de Dan Dadan ? Quel est le message de Dan Dadan? Eh bien, je dirais que c'est une œuvre plaisante, agréable et travaillée, un anime hilarant avec un mélange de surnaturel, d'occulte et de putain de combat. Si vous êtes un amateur de shonen, vous ne serez pas déçu. Un anime qui a reçu une adaptation aux petits oignons, ce qui est en général gage de qualité, enfin, c'est mon avis, puisque en général ça veut dire que le matériel papier a été bien apprécié, donc on met la gomme pour que ce soit la même chose pour l'animé. Et surtout, l'histoire d'un homme à la quête de sa quéquette, si ça c'est pas l'argument ultime pour te faire commencer, je sais plus quoi te dire. Mais est-ce que l'on peut vraiment parler de message ou de morale transmise à travers Dan Dadan ? Je ne dis pas
que l'œuvre ne nous invite pas à réfléchir, mais au vu du ton extrêmement léger qu'il a et du plot, je me vois mal pour l'instant, je le dis bien, me transcender, me faire philosopher, changer ou remettre en question ma manière de penser. Il est tout de même dans le top 3 anime 2024 pour ma part. Sur ce, mesdames et messieurs, si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, ce serait pas très logique sinon. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai le sentiment que j'aurais pu dire bien plus de choses. Mais comme vous me connaissez si bien, je suis encore en retard. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Sur ce, c'était le Sama et moi. Je vous dis sayonara. Everything I